À l'approche de l'Halloween, on assiste à plusieurs sorties de films d'horreur, tels Sourire 2 et Terrifier 3 à l'affiche cette année. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, les films d'horreur ont-ils des vertus? Benjamin, est-ce que tu es un amateur de films d'horreur? Non, pas tellement. Évidemment, on peut se demander ce dont on parle exactement. La définition du genre horreur est peut-être pas si précise que ça. Là. Je suis pas contre, évidemment, les scènes de violence en général dans le cinéma. Je pense que c'est normal aussi. Le cinéma représente la réalité. C'est normal qu'il y ait de la violence. C'est normal qu'il y ait des situations effrayantes. C'est normal qu'il y ait des situations de tension qui sont caractéristiques du cinéma d'horreur. Mais en particulier, le cinéma d'horreur où on cherche vraiment à susciter la peur. Le but du film, c'est de faire peur. C'est de créer une tension, de susciter aussi une certaine forme de curiosité morbide chez la personne qui regarde le film en représentant des scènes violentes, très choquantes, aussi représenter des tabous, parfois aussi des tabous sexuels ou sociaux. Là, souvent, ces choses-là se mélangent dans le cinéma d'horreur de manière à attirer un certain public qui est présent pour des raisons qui sont, à mon avis, questionnables. Après tout, là, se présenter devant un film dans le seul but d'assister à des scènes de violence, il y a pour moi quelque chose de fondamentalement morbide là-dedans. On regarde des scènes très violentes, des scènes de massacres, parfois aussi de violences sexuelles, et à travers ça, on se désensibilise à l'égard d'une réalité de la vie humaine qui est de fait partout présente. Il y a dans la réalité de la violence dont on devrait, à mon avis, évidemment, se scandaliser et chercher à pacifier le monde dans lequel on vit, même si c'est une chose qui peut sembler banal ou cliché à dire. Et moi, j'ai l'impression que dans ce contact-là, avec le cinéma d'horreur, on fait tout simplement se désensibiliser et finalement en venir presque à avoir un regard moqueur ou indifférent face à la violence, comme peut-être on peut l'avoir dans notre rapport, pour ceux qui en ont un, avec la pornographie, où finalement on devient complètement insensible et on développe un rapport qui est complètement perverti avec la sexualité. Donc, pas de vertu pour toi dans les films d'horreur? Non. Laurence, il me semble que tu es une amatrice ou tu as déjà été une amatrice? Ben, c'est ça. Moi, mon argument béton, là, pour contredire Benjamin, c'est que j'ai consommé beaucoup de films d'horreur et j'ai bien tourné. Là. Je pense que c'est évident. Selon ton propre jugement. Non, mais je reconnais qu'il y en a plusieurs qui sont mal faits. Mais quand j'étais enfant, j'étais une grande fan de Stephen King, ce qui inquiétait beaucoup mes professeurs, parce que c'est vrai qu'à 11 ans, dévorer les livres de Stephen King, c'était peut-être un peu jeune. Mais je pense sincèrement que ça a contribué à me rendre plus courageuse, au sens où moi, je lisais ça dans l'optique de je n'aurai pas peur, tout simplement parce que je sais rationnellement que ce sont des histoires, je sais rationnellement que c'est faux. Et ça faisait vraiment de moi, quand j'étais dans les scouts, je me souviens, je n'avais pas peur du noir. Là, tu sais, je fonçais dans les activités où il y avait du noir. Je n'ai jamais fait de cauchemar. C'est comme si je m'étais auto-entraînée à dire c'est faux. Et je sais que mon intelligence le sait. Et je sais qu'il n'y a pas de monstre en dessous de mon lit, etc. Ben là, tu parles de Stephen King. Stephen King, c'est un certain genre d'horreur où on représente, par exemple, des scènes d'épouvante qui sont qui sont fictionnelles, donc disons qui ne sont pas possibles dans la réalité, avec des monstres et des choses comme celle-là. Il y a aussi tout un genre de cinéma d'horreur où on représente des scènes de violence qui sont possibles dans la réalité, où on représente parfois des scènes de violence qui ont eu lieu dans la réalité. Là. Tout le genre du true crime, par exemple, serait un exemple de ça, et qui est d'ailleurs très populaire, à mon avis, qui est très populaire en ce moment et, à mon avis, assez pervers, finalement. Tu fais la distinction, Benjamin, entre des films qui représentent des scènes potentiellement réelles ou pas. Puis dans beaucoup de ces films-là, il y a toute la thématique des démons, du diable, des mauvais esprits. Puis moi, justement, je suis croyant, puis je crois que les démons existent. Et moi, j'ai tellement peur que, dans le fond, quand on me présente ça, justement, pour moi, c'est pas de la fantaisie ou de la fiction. C'est quelque chose avec lequel il faut faire attention, il ne faut pas prendre à la légère. À la limite, je me dis, certains films d'horreur, lorsqu'ils présentent vraiment, la plupart présentent les démons comme quelque chose de négatif à faire attention, je me dis, bon, ça peut peut-être éloigner les gens de ces choses-là, mais est-ce que d'une autre manière, ça n'attire pas la curiosité? C'est une question vraiment que je me pose. Oui, c'est ça. Moi, en fait, c'est le fait de faire exprès pour aller susciter des émotions. C'est un peu comme ceux qui aiment les manèges. Tu vas aller dans un manège, dans un contexte sécuritaire, mais pour te faire peur, pour faire comme si tu allais tomber. Moi, cette adrénaline-là, moi, personnellement, j'aime pas les films d'horreur, justement, d'aller susciter une espèce de peur artificielle, alors que même si c'est un contexte de fiction, on sait très bien, mais je sais pas, j'arrive mal à comprendre la fascination. Mais en même temps, c'est pas ça un peu pour devenir courageux, il faut poser des actes de courage, puis je veux dire, on va pas forcer les choses, mais on va pas forcer une guerre ou Donc, c'est comme un peu un entraînement, mais avec une distance. Là, comme si je reprends l'exemple de quand j'étais dans les scouts, où on faisait volontairement des activités épeurantes le soir dans le noir.
Je pense sincèrement que ça a contribué à me rendre plus courageuse, parce que c'était comme des épreuves de courage. Des épreuves, je suis vraiment pas certain. Moi, j'ai écouté beaucoup de films de guerre, j'ai joué à des jeux vidéo, puis je suis pas sûr que dans une vraie guerre, je serais du tout courageux. Non, puis on parlait de la distinction en différents genres en horreur. Moi, je faisais pas cette distinction-là pour dire que l'un est préférable à l'autre ou que l'un est bon et que l'autre est mauvais. C'est plutôt pour dire que la critique peut être entendue sous différents rapports. Et de fait, moi, à mon avis, c'est comme je le disais au début, c'est normal qu'il y ait des choses effrayantes et des choses qui nous font vivre des émotions de tous les genres dans le cinéma, dans le théâtre. Ça fait partie aussi d'une certaine forme d'éducation sentimentale. Ça développe l'empathie aussi, autant dans la littérature, dans le cinéma que dans le théâtre. Et pour moi, il n'y a pas nécessairement de problème à ça. Ce que je trouve particulièrement pervers dans le cinéma d'horreur, puis vraiment, là, je pense qu'il y a une bonne analogie à faire avec la pornographie ici, c'est que ça nous met dans des situations, ça nous met dans des contextes où ça nous fait entrer en contact avec quelque chose qui est pas fait pour être vécu de cette façon-là. La violence telle qu'on la voit dans certains films d'horreur, c'est une partie de la réalité humaine à laquelle on ne devrait pas être insensibilisé. C'est aussi une chose qui est souvent représentée dans les formes de cinéma d'horreur plus récentes, plus contemporaines, d'une manière qui finalement, rend obscure la distinction entre le bien et le mal. Et peut-être certains films d'horreur ou certains livres d'horreur, comme tu le décrivais, qui concernent les démons, par exemple, le font en donnant un bon côté et un mauvais, mais d'autres aussi, dans une forme plus contemporaine de fiction, mélange ces choses-là d'une façon qui peut être problématique pour le spectateur. Stéphanie, je te vois réagir. Ben non, c'est que moi, ça me suscite quand même la réflexion. Tu sais, Aristote parlait de la notion de catharsis. Il y a ça aussi dans le fait de voir dans une fiction des choses épouvantables, des choses horribles. Il y a, tu sais, la catharsis, ça fait référence à une sorte de purge. Là. Nos pulsions vont être purgées, puis c'est comme sain de le faire par le biais de la fiction plutôt que de le faire dans la réalité. Fait que, il y a peut-être ça qui est vécu dans l'horreur aussi. Mais est-ce qu'on écouterait des films pornographiques pour se purger de pulsions, de luxure? Mais c'est pas pareil, parce que purger, c'est que l'idée, justement, c'est que tu sais, quand tu te purges, mettons, en écoutant un drame, c'est que ça fait du bien. Tu sais, quand Mufasa, il meurt, là, tu sais, c'est triste, mais ça fait du bien de pleurer. Dans Le Roi Lion, Dans Le Roi Lion, c'est parce que j'ai des enfants, fait que c'est ça mes drames. Mais ça fait du bien, puis c'est purger au sens que t'es moins triste. Là, l'idée, ce serait que t'aies moins peur. Tandis que dans la pornographie, ça augmente le désir, parce que c'est comme, ça te présente un objet que dont après tu as envie de l'obtenir, comme une publicité de bouffe. Je pense que c'est une fausse distinction, parce que dans le cinéma d'horreur en particulier, tout ce qui est gore, là, il y a tout un public niche dans le milieu du cinéma d'horreur qui ne demande que des formes de plus en plus violentes et de plus en plus extrêmes de ce genre de cinéma-là. Comme on assiste plaisir d'avoir peur. Oui, il y a un plaisir, un certain sadisme qui se développe avec le temps, puis on le voit dans la transformation du cinéma d'horreur des années 60, par exemple, jusqu'à maintenant. C'est plus du suspense, c'est vraiment des choses macabres, laides, effrayantes. Entre Hitchcock et Décadence, là, il y a tout un monde. C'est parce qu'effectivement, ça devient comme de l'horreur pour de l'horreur, au lieu d'avoir une symbolique. Parce que Stranger Things, mettons, qui est sorti dernièrement, il reste qu'il y a une histoire derrière. Stephen King, je pense, j'avais lu Brume à l'époque, puis j'avais vu une série qui était sortie sur Netflix où, dans la brume, l'horreur, c'était les péchés de chaque personne qui ressortaient sous une forme monstrueuse ou tout ça. Mais il y avait toute une symbolique, une réflexion sur le péché, puis je pense qu'il peut y avoir ça dans l'horreur. Je pense qu'entre le thriller peut-être et l'horreur, il y a aussi une différence. Là. Si je me fais l'avocat du diable, et l'expression est bien employée ici, j'ai lu sur Internet que des psychologues utilisent des films d'horreur pour des thérapies de gens qui ont eu des chocs post-traumatiques, qui ont été exposés à certaines scènes, comme pour désensibiliser, là, j'imagine. Donc, ce serait peut-être une vertu dans un cas très précis. Puis j'imagine encore là qu'il y a un certain choix qui est fait sur les images qu'on expose, auxquelles on expose les patients. Non, c'est ça, ça nous fait quand même jeter un regard sur la partie ombragée, la partie très sombre de nous, qui est en nous, puis peut-être de façon plus présente chez des gens qui ont vécu des traumatismes, puis que d'aller revisiter cette zone-là peut les aider à, je sais pas, se réconcilier avec ça. Je sais pas. Merci à vous trois. Alors, la discussion est lancée et elle peut se continuer sur les réseaux sociaux. Dites-nous votre film d'horreur préféré. Allez-vous écouter un film d'horreur à l'Halloween cette année? Après tout ce qu'on a dit, dites-le pas trop fort à votre entourage. Alors, si vous voulez émettre votre idée, commentaire sur la question, visitez la page YouTube du Verbe Média.